Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Le Market du succès de SEMrush. Aujourd'hui, en fait, on va parler de stratégie d'acquisition omnicanal, en plus de discuter de la préparation pour les périodes de promo chaudes comme Black Friday, Cyber Monday et les soldes. On a le plaisir d'accueillir avec nous Slim Larivi, directeur d'e-commerce et omnichannel de Decathlon Tunisie. Salut Slim. Salut, bonjour Julie, ça va, vous allez bien? Ça va très bien et toi? Bien, parfait. Enfin, ça fait presque 4 semaines d'attente et enfin donc. On rentre en fait dans la période de l'année la plus importante. Ouais, non, c'est la période de l'année où est-ce qu'on est en plein dans Black Friday, on est dans le Cyber Monday, on commence les ventes de Noël, les soldes de janvier. Et c'est vraiment une période où est-ce que l'acquisition, par exemple, c'est un sujet très important et où est-ce que les grandes boîtes et les petites entreprises aussi se posent souvent la question comment bien gérer un peu son acquisition, non? Mais bon, avant de rentrer dans le sujet, si tu veux, est-ce que tu pourrais te présenter, non, pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord, très bien. Alors, vite fait, donc chez Slim Larivi, j'ai un parcours professionnel plutôt varié. Donc, j'ai commencé entre développeur avec des boîtes de développement ici en Tunisie de base, mais au fil du temps, donc j'ai évolué vers la gestion de projet pour un poste senior project manager. Donc, j'ai travaillé avec les bailleurs de fonds et entreprises de consulting ici en Tunisie. Par la suite, je rejoins quelques agences de communication et finalement, donc j'ai l'une d'entre elles en tant que poste Head of Growth, responsable d'équipe de growth. C'est à l'époque que Decathlon était l'un de mes clients. Et après quelques années et des résultats qui sont prouvés notre qualité de travail, donc j'ai décidé de rejoindre l'équipe Decathlon Tunisie en tant que poste pour le directeur e-commerce. Aujourd'hui, je gère une équipe de 3-4 personnes, consultants SEO, traffic manager, webmaster et plusieurs autres personnes indirectement dans mon équipe. Et juste en parallèle, donc, je donne des cours pour plusieurs universités ici en Tunisie, à Esprit et à l'Échelle Collège Tunisie, où je donne des cours où il y a des modules de web analyse, l'e-commerce et bien sûr le media buy, c'est Facebook Ads, Google Ads. Wow, c'est vraiment un parcours super intéressant en fait. Ouais. C'est très, non, tu as beaucoup évolué, donc je pense que c'est super intéressant. J'étais pour te demander en fait, bon, tout le monde connaît Decathlon, donc c'est un nom qui est très connu, qui a une renommée mondiale. Qu'est-ce qui distingue en fait Decathlon en termes de stratégie digitale? Qu'est-ce qui distingue Decathlon au niveau de son acquisition aussi? Alors, Decathlon, de façon générale, en Tunisie, c'est une marque emblématique, mais ce qui nous distingue dans le terme de stratégie digitale, c'est notre engagement de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc, nous sommes contents de pas être l'entreprise de vente juste de produits de sport dans les magasins en ligne, mais nous sommes une communauté du passionné de sport. Donc, franchement, notre approche digitale se repose sur 3 piliers. La première chose, c'est la personnalisation, la proximité et bien sûr, c'est l'innovation. Donc, si je commence vite fait par la personnalisation, c'est au cœur de notre stratégie. Donc, aujourd'hui, nous utilisons des données qu'on trouve sur GrandX4, sur plusieurs autres plateformes pour comprendre réellement donc, les besoins de nos clients et de leur offrir bien sûr des recommandations personnalisées sur chaque type de produit. Ou bien sûr des conseils du sport, ou bien toute autre information, ou bien des événements sportifs ici en Tunisie. La deuxième chose, c'est la proximité. Donc, nous sommes présents dans de nombreux pays, mais nous voulons toujours rester proches de nos clients. Donc, cela signifie que nous développons des stratégies digitales spécifiques à chaque marché. Donc, c'est pas pareil qu'en France ou bien en Tunisie, c'est totalement différent. Donc, pour offrir l'objectif, une expérience qui résonne à nos clients ici locaux en Tunisie. La dernière chose, c'est le plus important, c'est l'innovation et au cours de notre ADM, donc nous cherchons toujours constamment à repousser donc les limites de ce que la technologie peut apporter au sport, que ce soit à travers nos applications mobiles, la solution e-commerce avancée. Donc nous sommes franchement constamment en train d'explorer de nouvelles façons d'améliorer l'expérience sportive de nos clients. Donc vite fait, une petite résumé sur les 3 piliers. Notre stratégie digitale se caractérise par la personnalisation, la proximité et l'innovation. Donc, bien sûr, tout en restant fidèle à notre mission, c'est de rendre le sport accessible à tout le monde. Wow, c'est très impressionnant en fait d'avoir ce message si clair, non, de cette stratégie qui est si claire normalement quand on demande à différents chefs d'entreprise ou différents directeurs, souvent on reçoit des réponses assez
assez diverses. Mais c'est vrai qu'en parlant avec plusieurs personnes Decathlon, vous avez vraiment cette stratégie très bien définie, non? Donc, ces 3 piliers, donc on résume un peu: personnalisation, proximité et innovation. Et le but, non, l'objectif, c'est de rendre le sport accessible. Donc, c'est super intéressant. Et donc, du coup, ce qu'on va essayer de garder en tête, non, durant ce podcast, c'est cette stratégie pour parler, en fait, d'acquisition. Donc, comment est-ce que l'acquisition joue pour rejoindre, non, ou atteindre cet objectif. Donc, si jamais on va rentrer un peu dans le cœur, non, du sujet aujourd'hui, qui est l'acquisition omnicanal, non, donc omnichannel acquisition en anglais. Tout d'abord, pour ceux qui connaissent pas, non, Slim, qu'est-ce que l'acquisition omnicanal et comment est-ce que fonctionne, en fait? Comment est-ce que ça fonctionne, ce type d'acquisition? D'accord. Donc, juste avant de commencer, c'est une stratégie définie essentielle pour tout type d'entreprise, que ce soit Decathlon ou bien n'importe quel brand, surtout dans le retail. Donc, l'acquisition omnicanal, c'est avant tout une approche holistique de l'engagement client. Elle consiste réellement à créer une expérience fluide et cohérente sur l'ensemble des canaux de communication disponibles, que ce soit bien sûr en ligne ou bien hors ligne, dans les magasins ou bien réellement dans le site. Donc, vraiment, l'idée est de permettre aux consommateurs d'interagir avec notre marque Decathlon de manière transparente, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, site web, les magasins, ou bien par l'application mobile, ou même via n'importe quel canal de communication plus traditionnel. Donc ça, c'est l'omnicanal. C'est super intéressant. Donc vraiment, c'est un peu ce que tu disais, non, cette perception holistique, non, c'est une stratégie holistique, mais c'est aussi où est-ce qu'on met aussi le client un peu au centre de la stratégie, non? Donc, comment est-ce que ça fonctionne, ce type de stratégie? Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, l'acquisition omnicanal repose sur la collecte, l'analyse et l'utilisation intelligente de données. C'est le data-driven. Comment on va utiliser réellement les données qu'on trouve sur GA4 ou bien sur n'importe quel outil. Donc, grâce à une compréhension approfondie du comportement et des préférences de nos clients, les entreprises eux-mêmes, Decathlon en Tunisie, peuvent personnaliser les interactions à chaque point de contact. Donc, cela signifie que les messages, les offres et les expériences sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque client individu. Je prends l'exemple de campagnes sponsorisées, par exemple sur Facebook ou bien sur Google Ads. Donc, on cible chaque personne avec le produit qui l'intéresse. Le client, par exemple, visite chaussures d'eau, automatiquement, on va proposer ce genre de produit. Donc, selon son taux d'intérêt, selon qu'est-ce qu'il a visité, selon qu'est-ce qu'il a acheté pendant les 15, 20, 30 derniers jours. Donc, de plus, l'acquisition omnicanal nécessite une synchronisation de tous les canaux, ce que signifie que les informations d'interaction doivent être cohérentes d'un point de contact à l'autre. Donc, en petit résumé, c'est l'acquisition omnicanal est une approche stratégique qui vise à interagir avec les clients de manière cohérente et personnalisée sur tous les canaux. C'est un moyen puissant pour fidéliser les clients, d'accroître l'autorité de la marque. Et bien sûr, cette approche est devenue obligatoire ou bien incontournable pour tout type de business. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie assez complexe. Non, on voit que vraiment, il y a beaucoup de piliers à mettre en place. Il y a différents points de contact qui doivent être homogènes. Quelles sont un peu les difficultés de mettre en place ce type de stratégie? Bon, la difficulté est énorme. La mise en place est énorme. Surtout ici, peut-être en Tunisie, donc je vais citer quelques exemples. Donc, la mise en place d'une stratégie d'acquisition omnicanal peut être extrêmement bénéfique pour une entreprise, mais franchement, elle comporte également quelques défis. Donc, si par exemple, je dis quelques-unes des difficultés couramment rencontrées, que ce soit ici en Tunisie ou bien puisque je travaille dans d'autres agences de com. Donc, je peux vous dire que la première chose, c'est la complexité technologique. Donc, aujourd'hui, l'un des principaux défis réside dans la mise en place de l'infrastructure technologique nécessaire pour collecter, stocker, analyser et utiliser, bien sûr, efficacement les données clients sur l'ensemble des canaux. Donc, cela peut nécessiter des investissements importants en matière de logiciels, des matériels et des formations. Aujourd'hui, la solution, ça coûte un peu cher, franchement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus importante, c'est la gestion de données. Entre parenthèses, c'est le RGPD. La gestion de données client est cruciale dans une stratégie omnicanal. C'est importante, mais franchement, il est essentiel de garantir la précision, la sécurité et la conformité des données, tout en respectant la réglementation en matière de protection de la vie privée, c'est le RGPD. J'ajoute aussi la partie silo organisationnel. Franchement, je vous donne l'exemple de Decathlon ici. Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés à briser les silos internes. Ça veut dire collaborer sur différents départements. Moi, si je vais lancer dans quelques jours le Black Friday, donc il y a une synchronisation entre des départements marketing, vente, logistique sur le dépôt, les produits, disponibles des produits,
l'équipe CRC, la partie service client, pour garantir une approche franchement véritablement omnicanal. Si, par exemple, un petit exemple, donc, si je veux lancer une campagne sponsorisée, il faut que l'équipe CRC soit au courant de tout ce qui se passe dans le marketing pour que quand on reçoit un appel téléphonique de n'importe quel client, il soit à jour sur le produit sponsorisé, le stock, les prix, les promos. Donc, c'est ça l'omnicanal. Autre chose que je vais ajouter, c'est la formation du personnel. Franchement, l'équipe, il doit faire toujours des formations et ça, c'est très important. Donc, la mise en œuvre d'une stratégie omnicanale nécessite que le personnel, je prends l'exemple de 3-4 personnes qui travaillent avec moi, soient formés pour comprendre les nouvelles technologies. Donc, il y a des mises à jour d'algorithmes sur Google. Il y a beaucoup de formations qu'il faut faire. La dernière fois, la migration vers GA4. Donc, il faut faire des formations sur ça. GTM, donc il y a plusieurs choses. Donc, ça peut être un défi, en particulier pour la majorité d'entreprises. La formation est très, très importante. Il y a un peu cette innovation aussi, non? Pour dire, il y a un peu cette innovation aussi de échanger cette mentalité. Des fois, dans les grandes organisations, surtout, on a une façon de faire les choses. Et du coup, quand les choses évoluent, c'est très difficile, en fait, d'inciter au changement dans les grandes organisations. Non, j'ai l'impression que cette formation qui est si cruciale et si importante, des fois, ça prend beaucoup plus de temps que dans les petites compagnies où est-ce que justement on a un peu cette énergie et on est beaucoup plus réactif dans ce type d'entreprise, tandis que dans les grandes entreprises, il faut passer par un processus d'approbation, ensuite processus un peu plus formel et légal pour mettre en place un nouveau processus de travail. Et ça aussi, ça fait que je pense que pour certaines organisations, ça peut ralentir un peu cette innovation et cette implémentation de nouvelles stratégies. La dernière chose, j'ajoute, c'est la mesure de la performance. Il faut bien comprendre les KPI. Donc, aujourd'hui, l'évaluation de l'efficacité de la stratégie omnicanale peut être complexe car il n'y a pas toujours facile d'attribuer de vente des conversions à un canal spécifique. Donc, la mesure de la performance, franchement, doit donc être basée sur des KPI pertinents tels que la satisfaction des clients, fidélisation, l'engagement, les ventes, etc. C'est super intéressant. En fait, j'ai l'impression que on parle aussi des différents process, non? Donc, c'est un peu la même chose. C'est gérer bien les données, recueillir bien les données, gérer bien les données. Et ensuite, comment bien mesurer ce qu'on a mis en place avec ces données et comment récolter et recueillir un peu cette information pour pouvoir avoir des apprentissages, des insights et mettre en place des améliorations dans cette stratégie, non? Donc, j'ai l'impression, oui, c'est assez de gros défis. Mais bon, en fait, la plus grande complexité, surtout, c'est le fait de la collaboration des différents départements et différents canaux. Parce que quand on parle de stratégie omnicanale, on parle de plusieurs canaux qui doivent travailler ensemble. Donc, c'est pas une stratégie pour chaque canal, c'est pas une stratégie multicanal, c'est vraiment une stratégie où est-ce qu'on doit avoir cette homogénéité. Donc là, ça l'enchaîne un peu dans ma prochaine question. Quels sont les canaux les plus importants d'acquisition pour Decathlon? En tant que détaillant mondial spécialisé dans les articles de sport, franchement, il y a plusieurs canaux d'acquisition pour cibler ou bien pour atteindre nos clients. Si je veux commencer en toute transparence, numéro 1 en Tunisie, c'est les magasins physiques. Donc, les magasins Decathlon sont un pilier essentiel de notre stratégie d'acquisition. Il offre une expérience d'achat en personne, permettant aux clients de voir, toucher, essayer. Donc, tout en bénéficiant de conseils et d'expertise par des vendeurs qui sont déjà recrutés pour ça. Après, on trouve le site web. Donc, le site web Decathlon joue un rôle central dans l'acquisition des clients. Les clients peuvent parcourir un large catalogue de produits, passer de commandes en ligne, consulter les avis clients et trouver des informations sur les magasins locaux, l'ouverture, plusieurs informations. Après, toujours, je prends l'exemple de Decathlon Tunisie, de l'application mobile. Donc, Decathlon Tunisie propose une application mobile pour une expérience d'achat plus ou moins optimisée pour le mobile et mieux améliorée par rapport au site web, sachant qu'elle est responsive. Mais l'application mobile, il est dédiée pour ça. Donc, cette application offre des fonctionnalités telles que le suivi de commandes, des informations sur le produit, des promotions spéciales. Bien sûr, on a les réseaux sociaux, une page Instagram, page Facebook, LinkedIn. Donc, les réseaux sociaux, franchement, il est obligatoire. Pour notre cas, pour interagir avec les clients et promouvoir les produits et les événements. Dans l'équipe interne, il y a ce qu'on appelle les ads, donc Google Ads, Display, Search, Shopping, Facebook Ads, ça c'est primordial aussi. Donc moi, en tant que directeur de commerce, j'investis de l'argent sur cette partie-là, que ce soit sur l'organique ou bien sur le sponsorisé. Ces campagnes dirigent directement les clients potentiels vers le site ou bien directement vers les magasins. On a aussi le mailing, c'est très important pour nos clients fidèles. Le marketing de contenu, donc une petite équipe communication qui crée de contenu dédié pour ça.
Les partenariats avec les salles de sport, les événements sportifs. Et la dernière chose aussi très, très importante, c'est franchement le bouche à oreille. Le bouche à oreille, la répétition Decathlon donc, peut offrir des produits de qualité et prix abordables, encourage le bouche à oreille positif, ce qui constitue également un canal d'acquisition important. Donc en Tunisie, c'est une combinaison entre plusieurs choses pour acquérir de nouveaux clients en mettant l'accent sur une présence omnicanale cohérente. Donc, je trouve très intéressant. C'est vrai qu'on parle de Decathlon, on a une boîte qui est très avancée dans son développement, qui a eu beaucoup de croissance dans les dernières années. C'est aussi une boîte qui, justement, est assez bien établie dans plusieurs pays. En Tunisie, c'est vrai que, bon, ça a été établi un peu plus tard, mais quand même, la croissance a été exceptionnelle. Pour ceux qui commencent, pour ceux qui n'ont peut-être pas tous ces canaux, d'acquisition mis en place, par où est-ce qu'ils devraient commencer, pour développer une stratégie efficace? Quels seraient un peu le point de départ et quelles seraient un peu les petites étapes, les plus importantes à tenir en compte pour développer ce type de stratégie? Alors, pour les personnes qui débutent dans le domaine de l'acquisition et qui cherchent à développer une stratégie efficace, il y a plusieurs choses à respecter. Il faut des étapes clés pour démarrer. La première chose, c'est comprendre votre public cible. Donc ça, c'est plus important. Donc, avant de commencer n'importe quel type de business, il faut comprendre, acquérir les clients. Donc, il est essentiel de bien comprendre le public, identifier les caractéristiques démographiques, le comportement en ligne. Est-ce que vos clients, ils achètent en ligne ou bien ils préfèrent les magasins, les besoins et les préférences de ce public. Cette connaissance, après, va nous aider à personnaliser nos efforts d'acquisition. Donc, la première chose, c'est comprendre le public cible. Après, si c'est clair pour toutes les personnes qui débutent, donc après, il faut fixer des objectifs clairs. Est-ce que c'est l'autorité? Est-ce que c'est le vente? Est-ce que c'est le conversion? Est-ce que c'est l'image de marque? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il faut déterminer réellement les objectifs spécifiques que chaque personne souhaite atteindre avec cette stratégie d'acquisition. Comme s'expliquait, trafic vers le site, vente, génération de prospects, plusieurs donc, objectifs. Les KPI soient très, très clairs et smart dès le début. Après, franchement, si je prends le cas des Decathlon, choisir le canal. LinkedIn, c'est pro, c'est pas pour vendre des produits. Facebook, c'est dédié pour ça. Donc, il faut bien choisir les canaux appropriés. Donc, sélectionner les canaux d'acquisition qui sont les plus pertinents pour votre public cible et vos objectifs. Entreprise de recrutement, donc travaille vraiment sur LinkedIn. Entreprise de vente des produits retail, RDD pour Facebook, pour Google. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut juste comprendre les canaux et l'effort que je vais faire, soit sur SEO, soit publicité en ligne, soit par mailing, il y a plusieurs choses. Avec l'équipe com, franchement, ça c'est très important, créer un plan de contenu. Qu'est-ce qu'on va partager et quel moment, quel contenu, vidéo, carrousel, informatique, il y a plusieurs choses. Donc, il faut créer de contenu de qualité et essentiel pour attirer l'attention du public, créer un contenu qui engage et qui informe l'autre public, tout en mettant bien sûr nos produits et les services pour chaque personne. Si c'est déjà très très bien pour préparer les quatre, donc après juste on passe vers l'optimisation. Il faut avoir un site web franchement optimisé, rapide à charger, version mobile, responsive, expérience client sur votre site est crucial pour la conversion pour tout type de client, que ce soit pour le retail bien sûr ou bien pour autre type de business. Après, il faut s'adapter aux évolutions de marché. Donc, franchement, rester à l'affût de nouvelles technologies, de nouvelles tendances. L'algorithme de Google change parfois. Donc, il faut mettre à mise à jour donc, des algorithmes de recherche de Google, de changement dans les médias sociaux et bien sûr adapter les stratégies en conséquence selon ce changement. La dernière chose, prendre en permanence. Donc, le marketing digital est un domaine en constante évolution. Donc, il faut investir du temps dans l'apprentissage en continu, que ce soit pour lever des cours en ligne, les blogs, les livres, les conférences. Il y a plusieurs choses, les trucs que vous êtes en train de partager sur les réseaux sociaux, Samrach, c'est très, très important aussi. Votre contenu est très, très important. Donc, donc l'acquisition efficace repose sur la connaissance, franchement. Donc, une stratégie d'acquisition efficace commence par la compréhension de cibles, fixation des objectifs clairs et choix des canaux appropriés et bien sûr surveiller ajuster constamment votre approche pour obtenir de meilleurs résultats. Je trouve ce qui est intéressant aussi quand on parle un peu de mettre en place cette stratégie, tu parles un peu de choisir les canaux appropriés.
juste pour me faire une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qu'on aborde dans un autre épisode du podcast, c'est quand on se lance dans un business, souvent ce qu'on voit, c'est les gens qui essaient d'embarquer, d'essayer des trucs, des tendances. Donc on va créer un canal TikTok, on va faire des reels, on va faire des vidéos, et après ce qu'on fait, c'est qu'on oublie souvent un peu le but principal, les objectifs business qu'on a. Et on oublie aussi où est notre public cible, où se trouve notre public cible, où navigue notre public cible. Et souvent, j'ai l'impression, ce qui arrive, c'est qu'on essaie de trop se disperser sur différents canaux au lieu de se centrer sur un ou deux ou trois canaux les plus importants pour vraiment avoir un impact plus grand. Donc, je sais que c'est un truc qui est assez difficile à faire, parce que c'est vrai, on est toujours tenté, par on veut tout le faire parce qu'on va avoir de plus grands résultats, mais souvent, je pense que c'est une erreur. Et c'est quelque chose que, c'était juste une petite parenthèse que je voulais que je voulais commenter parce que je pense que c'est assez intéressant aussi parce que c'est quelque chose qu'on commente en fait dans un autre épisode du podcast. Quand on parle en fait d'attribution, des stratégies omnicanales, c'est assez controversé et c'est assez complexe parce que moi par expérience, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises où on travaillait avec des stratégies omnicanales et c'est vrai que souvent l'attribution, selon comment le modèle d'attribution est créé dans l'entreprise. Donc, si on a un propre modèle d'attribution ou si on se base que sur GA4 ou sur Google Analytics à l'époque, avec une attribution last click, first click, une attribution first touch, last touch. C'est vrai que on a souvent des différences dans les différents départements. Donc, eux, ils attribuent dans chaque canal, ils attribuent les conversions à leur canal, tandis que si on regarde au niveau global, on a beaucoup de la peine à mesurer en fait l'impact de tous les canaux sur une conversion. Donc, comment est-ce qu'on peut bien attribuer les conversions de chaque canal dans une stratégie omnicanale? Parce qu'en fait, c'est assez complexe pour les gens. L'attribution de conversion de chaque canal dans une stratégie omnicanale est une tâche, franchement, comme je dis, c'est un peu complexe, mais essentielle pour comprendre comment chaque canal contribue aux résultats globaux. Donc, il y a plusieurs modèles d'attribution. Si par exemple, je vais commencer par le linéaire, donc cette méthode attribue une part égale de la conversion à chaque point de contact le long du parcours du client. Donc, cela suppose que chaque canal a contribué de manière égale à la conversion. Donc, ça, c'est la méthode, le modèle plutôt d'attribution linéaire. Il y a, comme tu as déjà dit maintenant, c'est le premier clic, après c'est last click, donc first touch et last touch. Donc, si vous commencez par le modèle d'attribution en premier clic, c'est l'attribution accordée au premier canal avec lequel les clients interagissent. Par exemple, s'ils tapent chaussures de sport en Tunisie sur Google, donc ça reste toujours SEO, ou bien c'est le clic sur notre publicité ads Google, ou bien display, search, n'importe quel truc. Donc, ça reste toujours lequel le client interagit la première fois. Cela met l'accent à la découverte initiale de la marque ou du produit. Ça veut dire le client, est-ce qu'il va se trouver sur SEO, ou bien sur l'organic search, ou bien sur l'Ads. Ou bien, donc, le modèle d'attribution, c'est totalement différent par rapport au premier clic. C'est ça, le dernier clic, la touch. C'est l'attribution attribuée au dernier canal avec lequel le client interagit ou bien d'acheter. Donc, cela met l'accent sur la décision finale d'achat. Donc, c'est totalement différent entre le first click et last click. Donc, la première, c'est de comprendre, découverte initiale de marque. La deuxième, c'est la décision finale d'achat. Donc, il y a aussi le modèle d'attribution basé sur la position. Donc, ce modèle attribue une partie de la conversion au premier et une dernière point de contact avec une part d'attribuer au canal intermédiaire. Donc, il reconnaît l'importance de l'acquisition et de la conversion dans le parcours du client. Il reste d'autres, comme par exemple basé sur la base de données, sur ces algorithmes. Cette méthode utilise des algorithmes complexes pour attribuer la conversion en fonction de plusieurs facteurs, de la fréquence, la résonance, l'impact de chaque interaction dans le site. Il y a aussi le modèle d'attribution personnalisé. Donc, dans ce truc, vous pouvez développer un modèle d'attribution spécifique pour Decathlon Tunisie, par exemple, en fonction de données, notre compréhension de notre parcours client. Donc, cela peut impliquer pondérer certains canaux en fonction de leur importance dans notre entreprise. Ou bien la dernière chose, c'est attribuer le multitouch. Cette approche consiste à suivre toutes les interactions du client tout au long donc parcours attribué dans l'achat de la conversion à chaque canal. Cela peut être fourni une image plus détaillée du parcours client, mais peut être complexe à mettre en œuvre. Donc, si on peut petit résumé, donc lorsque l'on attribue des conversions à chaque canal, il faut assurer très bien de collecter les données précieuses et de mesurer régulièrement les performances de chaque canal. Cela peut permettre après d'ajuster la stratégie marketing digital en conséquence et de maximiser l'efficacité de notre marketing omnicanal. Donc, c'est un truc un peu complexe, mais il faut le faire, il faut comprendre parce que c'est très important pour comprendre tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe dans le site et bien sûr
les visiteurs, les canaux d'acquisition, et après, c'est lié directement à notre business et l'omnicanal, le marketing omnicanal. Donc, en fait, il y a énormément de types de modèles d'attribution. Ouais, c'est vrai que chaque entreprise doit s'adapter. Pour Decathlon, quel est le modèle que vous utilisez ou est-ce que vous utilisez un mélange de plusieurs modèles? Oui, on use plusieurs modèles. Donc, parfois, on travaille sur le premier clic. Si on met l'accent sur la découverte initiale de notre marque, on met premier clic. Parfois, on fait dernier clic pour mettre l'accent sur la décision de l'achat. Et parfois, on fait des trucs basés sur l'algorithme pour comprendre, pour attribuer plutôt la conversion en fonction de plusieurs facteurs. Donc, réellement, on travaille avec beaucoup de modèles d'attribution. 3-4 maximum, on peut travailler sur Decathlon Tunisie. Je pense qu'il est aussi important de mentionner que selon le type de conversion, non? Donc, c'est une conversion peut être plusieurs choses. Ça peut être une inscription, ça peut être un achat, ça peut être justement un formulaire pour télécharger de l'information. Je pense que là, c'est là où on doit mettre en place différents types de modèles d'attribution et de stratégies d'attribution pour justement mieux mesurer, non? Et c'est un peu ce que tu disais, c'est d'avoir un peu cet ensemble global et vue globale du parcours client dans les différents un peu touch points qu'il a dans son parcours client et du coup, avoir un modèle d'attribution par un peu les différentes étapes du parcours client. On a parlé d'attribution, on a parlé un peu de comment mettre en place. Après, il y a quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui vont écouter ce podcast qui vont dire, OK, je vais réviser ma stratégie d'acquisition. Donc, je vais regarder un peu qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser ma stratégie pour 2024. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est en pleine planification de l'année prochaine. On est en train de justement terminer et clôturer les budgets pour l'année prochaine, la stratégie pour l'année prochaine. C'est là où les gens, ils sont aussi en train de décider quel type de stratégie qu'ils vont mettre en place. Et du coup, il y a peut-être des gens qui vont dire, j'avais pas une stratégie omnicanal, j'avais pas une stratégie d'acquisition qui était bien mise en place. Je vais prendre un peu les conseils que me donne Slim. Et du coup, comment est-ce qu'ils pourraient faire, pour optimiser une stratégie d'acquisition? Donc, quels seraient un petit peu les éléments clés, selon toi, à tenir en compte quand on veut optimiser une stratégie d'acquisition? Il y a plusieurs. Hein. Alors, l'optimisation, une douzaine presque. L'optimisation d'une stratégie d'acquisition est essentielle pour maximiser déjà l'efficacité des efforts marketing. Mais il y a des éléments clés pour prendre en compte lors de l'optimisation. Franchement, si je veux commencer tout simplement par données et analyse. Donc, la collecte de data aujourd'hui est précise, analyser leur performance. Il faut assurer très très bien de disposer des outils nécessaires d'analyse pour suivre le trafic. Les conversions, bien sûr, appel trafic, les indicateurs clés, le taux de rebond, le taux d'engagement plutôt maintenant sur GA4, plusieurs autres informations. Il faut utiliser ce genre d'informations, ce genre de données pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, la première chose dans la stratégie 2024, c'est de travailler sur données et analyse. Il faut bien analyser tout ce qui se passe en 2023, en 2022 pour bien préparer le plan de 2024. Et comme j'expliquais juste avant, la segmentation de public, donc il faut personnaliser les efforts d'acquisition en segmentant notre public en fonction des critères tels que la démographie, le comportement d'achat, les intérêts. Donc cela permet aussi de cibler des campagnes plus spécifiques et pour avoir un ROAS très bien. Le site web. Donc, franchement, il faut bien travailler sur le site web. Il faut assurer que le site web est convivial, rapide, optimisé pour les conversions, le temps de chargement, les formulaires, les boutons, les call to action. Il faut faire des changements. On appelle ça, c'est l'A/B testing. Donc, il faut fluctuer en parallèle des A/B testing pour évaluer différentes approches marketing, que ce soit sur les campagnes sponsorisées, sur les ads, sur le texte, sur les images, sur le carrousel, mais en parallèle sur le site. Donc, il faut faire beaucoup de changements sur le site pour tester plusieurs landing pages, pour voir d'après les résultats. Et il faut donc identifier quels canaux sont les plus performants pour notre business. Donc, comme je t'expliquais, donc le retail, vente, c'est l'idée pour quelques canaux, et donc B2B, c'est pour d'autres canaux. Donc, il faut investir davantage de ressources dans les canaux qui offrent le meilleur retour sur investissement et ajuster ou abandonner ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est très important parce que, franchement, comme tu as dit, il y a un budget à préparer fin 2023 pour 2024. Donc, il faut bien investir de l'argent. Et donc, quel levier d'acquisition? Stratégie mobile. Donc, avec de plus en plus de personnes naviguent sur Internet via les applications mobiles. Donc, il faut assurer que cette entreprise crée des campagnes trafic vers le site. C'est votre responsive. Les campagnes sont optimisées pour le mobile.
Avant de terminer, et c'est une chose très très importante, il faut faire un examen des coûts publicitaires. Donc il faut bien surveiller les coûts publicitaires et il faut assurer-vous donc qu'ils sont justifiés par les conversions, réduisez les dépenses inutiles et cherchez les opportunités pour de réduire le coût. Et ça, je reviens sur la partie AOS, c'est le retour sur investissement publicitaire. Suivre, donc il faut franchement suivi de la concurrence, garder un œil ce que font vos concurrents en matière d'acquisition. Donc vous prenez, dans ce cas, vous pourrez trouver des idées pour améliorer la stratégie omnicanal. Bien sûr, il faut utiliser aussi ChatGPT qui nous aide beaucoup sur ça. Donc, quoi d'autre? Formation est très importante. Il faut investir de la formation de l'équipe pour rester à jour aux dernières tendances en matière d'acquisition et marketing digital. Ce que j'ai ajouté, c'est l'optimisation de contenu, donc créer de contenu de très haute qualité qui résonne avec votre public cible. Donc soyez attentifs aux besoins et aux problèmes de public et fournissez bien sûr des solutions à travers ce contenu. Donc l'optimisation, franchement, la stratégie d'acquisition repose sur la collecte de données, personnalisation, l'expérimentation, analyse constante et bien sûr il s'agit d'un process itératif visant à améliorer en permanence la performance de n'importe quelle stratégie d'acquisition. OK, donc c'est énormément d'étapes à suivre. Donc, il va falloir donner un peu cette checklist à notre audience pour pouvoir se rappeler un peu toutes les étapes. Mais bon, je pense que c'est super intéressant. Je m'assurais en fait de publier un post avec un peu ces étapes que tu as données parce que je pense que c'est super intéressant en fait. Donc, en ce moment, c'est vrai, on en parlait un peu au début, non? On entre en plein dans la période de l'année la plus importante au niveau de promo. Et c'est vraiment aussi un moment où est-ce qu'on doit se questionner sur le budget publicitaire qu'on doit mettre en place pour sa stratégie d'acquisition. Pour une campagne précise, par exemple, comme le Black Friday, donc Decathlon, je sais que Black Friday, c'est une campagne assez importante pour vous. Comment est-ce qu'on pourrait en fait déterminer le montant alloué à une campagne? Non, et comment maximiser son efficacité dans une stratégie omnicanal? Parce que c'est vrai qu'on parle d'une partie de canaux qui sont organiques et une partie qui sont payants. Donc, quelle serait un peu cette façon et comment est-ce qu'on pourrait déterminer ce montant à allouer pour justement optimiser sa stratégie omnicanal? Alors, le budget, c'est très très important, donc il faut le définir dès le début. Oui, la détermination du budget publicitaire et la maximisation de son efficacité sont des défis importants pour n'importe quel directeur de commerce ou bien n'importe quel directeur d'une agence marketing. Donc, il y a une approche étape par étape pour déterminer le budget. Donc déjà, dès le début, il faut définir les objectifs clairs parce que le budget pour la notoriété, pour les conversions, pour le trafic vers le site, c'est pas pareil. Donc, avant de fixer un budget, il faut identifier les objectifs spécifiques pour chaque campagne publicitaire. Est-ce que vous avez d'augmenter les ventes, de générer le trafic, remplir ce formulaire, améliorer la notoriété de la marque ou en quelque chose d'autre? Donc, les objectifs influencent le budget de la stratégie. Déjà, numéro 1, il faut que les objectifs soient très, très clairs. La deuxième chose, c'est connaître les coûts et les marges. Bien sûr, donc pour déterminer un budget réaliste, donc vous devez connaître vos coûts de production de produits, les marges bénéficiaires de chaque produit, les valeurs du client, c'est LTV. Cela, après, nous aidera à déterminer combien vous pouvez dépenser pour acquérir un client tout en restant rentable. Parce que franchement, si on va investir 1 000 euros, c'est pour gagner après 5 000 euros. Donc franchement, c'est pas rentable. Donc il faut faire une étude très, très spécifique. L'étude du marché, donc il faut bien analyser le marché, les concurrents pour avoir une idée du budget typique dans notre public cible, que ce soit le sport ou n'importe quel business. Cela après donnera une référence, bien que votre budget puisse varier en fonction des objectifs spécifiques. Et bien sûr, notre position sur le marché, surtout sur Google Ads, il y a une concurrence donc sur quelques mots-clés. Donc il faut bien étudier ça dès le début. Heureusement, ici en Tunisie, la majorité de nos concurrents, donc même soit nos concurrents ou bien notre brand, ils se juste concentrent sur la partie Facebook Ads, mais il y a le Google Ads ici, il y a bien, entre parenthèses, les clients n'investissent pas beaucoup sur Google Ads, mais si je prends l'exemple en France ou bien dans notre pays, donc Google Ads, c'est un levier d'acquisition très très important pour d'autres pays. Pour voir les canaux publicitaires, donc comme je t'expliquais, il faut bien décider des canaux publicitaires que vous utilisez. Le coût varie considérablement de canal à l'autre. Par exemple, donc la publicité en ligne peut être moins chère que la publicité télé. Donc, il faut choisir les canaux qui correspondent le mieux à notre public cible et bien sûr les objectifs. Un truc très important, il faut test handler ou bien test ajustement. Donc, il peut être judicieux de commencer par un petit budget plus bas
pour tester les campagnes, mesurer les résultats, identifier ce qui fonctionne et après, on va ajuster le budget en conséquence. Donc, l'expérimentation nous permet, moi, personnellement chez Decathlon, de maximiser l'efficacité et l'investissement dans les canaux et les stratégies qui donnent les meilleurs résultats. Et ça, je pense que tout le monde le fait. Donc, commencer petit à petit, test, surveiller bien sûr les KPI. Donc, une fois les campagnes sont déjà lancées, que ce soit Google ou bien Facebook, après il faut surveiller attentivement les performances, donc utiliser des indicateurs de clés KPI bien spécifiques pour évaluer l'efficacité si ça marche ou si ça marche pas. Donc, si une campagne ne fonctionne pas comme prévu, ajuste-la plutôt en temps réel pour maximiser les résultats. Autre chose, il faut considérer le retour sur investissement, c'est le ROI. Donc le ROI est un facteur essentiel pour maximiser l'efficacité. Donc il faut calculer le retour sur investissement de campagne publicitaire pour vous assurer que chaque dollar ou bien chaque euro dépensé générait une valeur appropriée. Sinon c'est pas la peine de le faire. Donc bien sûr. Il faut juste optimiser les campagnes, donc l'investissement dans l'optimisation. Donc cette partie n'est pas donc d'investir dans les outils d'analyse. Franchement, moi personnellement, j'utilise l'outil Hotjar pour bien comprendre. Si je prends l'exemple de Decathlon, je peux bien comprendre le comportement, les heatmaps, le recording, les feedbacks des clients. Donc, il faut faire un petit investissement. Donc, une petite dépense pour une expertise peut conduire des économies à long terme. Parfois, il faut contacter les experts métiers pour voir qu'est-ce qui se passe, ils vont analyser avec toi. Donc, il faut faire ça. En résumé, donc la détermination du budget publicitaire et la maximisation de son efficacité nécessitent franchement une planification minutieuse, donc une surveillance constante, une volonté d'ajuster l'approche en fonction des résultats. Donc il n'y a pas une formule unique, mais franchement, chaque entreprise et chaque campagne sont uniques, mais en suivant les étapes, donc on peut prendre des décisions éclairées pour le budget publicitaire de 2024. Super intéressant. Moi, en fait, je voulais rajouter un petit commentaire parce que c'est aussi, je pense, quelque chose qu'on oublie souvent quand on se lance dans une campagne comme Black Friday. Les gens, ils ont tendance, en fait, à dire Black Friday, c'est la campagne la plus importante de l'année. Il faut investir énormément de budget, allouer énormément de budget publicitaire pour justement ces différentes, pour ce type de campagne. Mais on oublie souvent la saisonnalité de nos produits. Donc, c'est quelque chose que, par exemple, on va prendre un exemple un peu banal, mais je sais pas, quelqu'un qui vend des produits pour des maillots de bain, des produits pour l'été, et qui justement veut lancer ses produits justement dans une campagne, investir énormément dans une campagne au moment où justement on a Black Friday qui donne que c'est novembre. Dans plusieurs pays, pour nous c'est vrai qu'en Europe, il fait froid. Et du coup, c'est vrai que le parcours client, c'est pas le même. Donc, quand on parle de produits, justement, il faut vraiment penser à la saisonnalité. Donc, pour certaines marques, il faut aussi faire attention au moment de choisir ses campagnes, non? Donc, c'est vrai que pour certaines marques, peut-être c'est mieux de faire une campagne des soldes d'été, donc soldes en juin, juillet, août pour les Européens, par exemple. Ou par exemple, on a les gens qui sont en Amérique latine que, par exemple, en ce moment, ça serait le meilleur moment pour eux parce que c'est le début de l'été. Donc là, ça serait un moment justement d'impulser un peu et de propulser ces produits à la vente. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut se rappeler un peu aussi que Black Friday, c'est une campagne, Cyber Monday, c'est autre campagne, mais il a mis l'opportunité de faire des ventes. Mais il faut aussi voir quand est prêt notre public cible à acheter nos produits. Donc, certains produits c'est peut-être pas les produits les plus importants ou les produits les plus aptes à se vendre pendant ce type de promotion. Donc, je pense qu'il faut faire aussi attention au moment d'allouer notre budget dans une campagne Black Friday, par exemple, pour justement s'assurer que notre client ou notre public cible soit vraiment prêt à acheter ce type de produit à cette époque de l'année. Parce que je pense que ça, c'est important de le faire, surtout pour des plus petites boîtes qui débutent. On a souvent cette pression qu'on doit vraiment se lancer dans ces grandes campagnes parce que toutes les grandes boîtes le font. Et souvent, je pense que c'est une erreur. Donc, en parlant d'erreurs, ça m'aide à enchaîner dans cette troisième partie un peu de notre interview, de notre podcast, que c'est parler un petit peu des erreurs fréquentes, non? Parce que c'est vrai que toi, tu as énormément d'expérience, en plus de donner des cours, donc toi, tu as dû, en fait, corriger énormément de stratégies de tes étudiants. En plus d'avoir géré justement cette équipe, de gérer cette équipe chez Decathlon. Quelles sont un peu les erreurs les plus fréquentes que tu vois au niveau des marques, que commettent les marques en termes d'acquisition? Et bon, ça serait intéressant de voir un peu comment est-ce que les gens pourraient éviter de commettre des erreurs.
Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, je prends l'exemple de Decathlon et d'autres, quand je travaille avec les agences, donc il existe plusieurs erreurs donc, courantes que les marques commettent en termes d'acquisition. Et franchement, il est essentiel de les éviter pour maximiser l'efficacité de la stratégie. La première chose, c'est ignorer la compréhension des publics cibles. Donc l'erreur, c'est il y a beaucoup de personnes qui lancent des campagnes sans avoir une compréhension approfondie de ce qu'est votre public cible. Donc franchement, dans ce cas, il faut investir du temps dans la recherche, la segmentation du public. Il faut bien comprendre les besoins, les préférences et les comportements du public pour mieux personnaliser les campagnes. Aussi, il y a le mauvais allocation de ressources. Donc, répartir le budget de manière égale sur tous les canaux sans considérer leur efficacité. Dans ce cas, non, franchement, il faut identifier les canaux les plus performants et allouer plus de ressources à ceux-ci. Donc, réaffecter les budgets publicitaires sur des canaux moins performants vers ceux qui génèrent plus de meilleurs résultats. Par exemple, un budget à 2 000 €, donc je vais faire 1 000 € pour Facebook Ads, 1 000 € pour Google Ads. Non, c'est pas comme ça. Il faut juste une allocation de ressources. Parfois 1 500 € sur Facebook Ads, exemple là, ça génère des milliers de dinars par rapport à Google Ads. Et après, peut-être c'est l'inverse. Hein. L'autre chose, c'est négliger le suivi d'analyse. Donc, ne pas suivre, analyser les performances de manière régulière, ce qui peut donc conduire à des dépenses inutiles. Donc, il faut toujours tu lances les campagnes et tu checkes en parallèle et chaque minute, chaque seconde, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes. GA4, Google Analytics 4, les performances. Donc, il faut mettre en place des outils d'analyse, mesurer les indicateurs clés de performance et analyser les données pour identifier les tendances et les opportunités d'optimisation. Autre chose que la majorité il fait copier-coller de tout ce qu'on est en train de faire par le concurrent. Et ça, c'est franchement, il faut l'éviter. Hein. Suivre simplement les stratégies de la concurrence sans réfléchir à ce qui fonctionne pour votre business ou bien votre entreprise. Donc ici, il faut inspirer de concurrents, pas de faire copier-coller franchement, mais assurez-vous que vos stratégies d'acquisition sont adaptées à vos objectifs. Par contre, votre concurrent il est en train de faire de l'autorité, toi tu fais copier-coller, mais tu veux vendre. Donc franchement, à votre public cible, votre position sur le marché, il faut juste adapter, il faut juste s'inspirer. Et il faut travailler sur la partie expérience client, donc se concentrer uniquement sur l'acquisition, les ventes, mais réellement il oublie donc la partie expérience client. Donc franchement, il faut offrir une expérience client exceptionnelle, car des clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir fidèles et d'apporter bien sûr de nouveaux clients grâce à, comme je l'expliquais, les bouches à oreille, et ça génère des clients, de nouveaux clients. Ne pas expérimenter et itérer, donc franchement il faut ne pas chercher à innover, donc garde le même contenu sponsorisé chaque jour, donc soyez prêts à expérimenter de nouvelles idées, à itérer, à ajuster vos stratégies en fonction des résultats. Donc les approches qui fonctionnent dans le passé ne sont pas nécessairement les meilleures pour l'avenir, hein. Il faut changer. Parfois, on me dit, jamais on change une équipe qui gagne. Oui, tu as raison, mais parfois, il faut juste adapter le contenu au fur et à mesure. Le manque de cohérence en canal, donc ne pas assurer la cohérence de l'expérience client sur tous les canaux, donc créer une expérience client uniforme, que ce soit en ligne, en magasin, sur les réseaux sociaux. Il faut assurer que la communication et les offres sont cohérentes. Si je peux ajouter aussi, il faut bien évaluer, donc la partie ROI, donc ne pas évaluer la majorité des personnes, ne pas évaluer les dépenses publicitaires générant un retour sur un ensemble positif. Donc il faut bien calculer le ROI de chaque campagne sponsorisée pour vous assurer que vous investissez de manière rentable. Franchement, pour éviter ces erreurs, il est essentiel de rester vigilant, d'apprendre en permanence et d'adapter la stratégie en fonction des données. La clé, c'est d'être flexible, d'expérimenter et de mettre l'accent sur la connaissance de notre public cible. Super. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, énormément. C'est comme je disais, je pense qu'il va falloir faire un livre. En fait, il va falloir écrire un livre avec toutes ces astuces et ces différentes étapes. Mais bon. Donc, Slim, on arrive en fait à notre dernière partie de l'interview et c'est quelque chose que dans le format de notre podcast, on aime bien faire. C'est en fait de créer un peu un guide step by step, une petite checklist qu'on va ensuite pouvoir produire et donner à nos internautes et à nos auditeurs, justement sur le sujet abordé. Donc, aujourd'hui, justement, on parle un peu de stratégie d'acquisition omnicanal. Donc, quelles seraient selon toi un peu les différentes étapes à suivre, non, pour avoir un peu cette bonne pratique au moment de créer et optimiser une stratégie d'acquisition omnicanal? Bon, les bonnes pratiques, franchement, si je veux le dire, ça reste 2 heures encore dans le podcast, mais c'est énorme.
faire les points les plus importants, si tu veux. On résume un peu les points les plus importants. Après, nous, ce que je te disais, nous, on va élaborer cette checklist détaillée pour tout le monde. Et du coup, c'est quelque chose que les auditeurs, vous pourrez télécharger après cet épisode. D'accord. Donc, checklist, bien les bonnes pratiques, pour moi, c'est compréhension du public cible. Donc, identifier le public cible en détail. Détailler donc les objectifs clairs. Il faut franchement établir des objectifs clairs, spécifiques pour chaque stratégie d'acquisition. Personnaliser les messages. Il faut adapter vos messages et offre chaque segment de votre public pour une expérience personnalisée. Cohérence entre les canaux, comme je l'ai expliqué, donc assurez-vous que l'expérience client est cohérente sur tous les canaux. Allocation donc des ressources. Il faut allouer votre budget de manière judicieuse en fonction des canaux les plus performants pour chaque objectif, bien sûr. Sélection des canaux appropriés, donc choisissez les canaux qui correspondent le mieux à votre cible, comme les médias sociaux, publicité en ligne, mailing, marketing de contenu. La création aussi de contenu de qualité. Suivez et analysez la performance. Donc, il faut bien utiliser des outils pour suivre les performances, mesurer les KPI. Le plus important aussi, c'est la B-testing. Donc, il faut tester des variations de vos campagnes, titres, texte, des offres, des images. Il y a plusieurs choses pour déterminer ce que génère les meilleurs résultats. Intégration de données. Donc, il faut intégrer les données dans tous les canaux pour obtenir en vue l'ensemble complet du parcours client. Bien mesurer le ROI. Une expérimentation constante. Donc, soyez prêts à innover et essayer de nouvelles stratégies pour rester toujours compétitif. Les formations, comme je l'ai dit, pour l'équipe. Donc, il faut investir dans l'équipe, les formations. Autre chose très importante, c'est l'écoute. Donc, il faut suivre les commentaires des clients. Écoutez les commentaires des clients et utilisez-les pour ajuster votre stratégie. Et bien sûr, donc, la traitabilité, c'est soyez prêts à ajuster la stratégie en fonction des évolutions de marché, des nouvelles technologies et des besoins à changer de votre public. Donc ça, c'est une petite checklist, mais franchement, il y a plusieurs. Hein. Je pense que j'ai compté 15 points, si je me trompe pas. Donc, je pense que c'est super. Je pense que c'est des points très, très importants, en fait, très pertinents pour tout le monde. Donc, OK, Slim, on arrive un peu à notre conclusion, la fin de cette interview. Je voulais juste te demander pour donner un peu, pour connaître un peu plus sur toi, sur ton expérience. Et c'est vrai qu'on parlait un peu justement de ton expérience chez Decathlon. Pour conclure, quelle serait un peu ta plus grande victoire ou le projet d'acquisition omnicanal le plus intéressant, le plus cool, quel serait en fait le projet d'acquisition omnicanal le plus cool sur lequel tu as travaillé chez Decathlon? Donc, il y a deux choses, la plus grande victoire et le projet d'acquisition omnicanal chez Decathlon. Donc, il y a deux choses. Un défi chez Decathlon que je l'ai fait, donc dès que j'ai intégré Decathlon, j'ai fait une petite période d'intégration, donc j'étais encore en phase de découverte d'entreprise interne, mais en parallèle, l'équipe IT, ils sont en train de faire une migration énorme dans le site, sans prendre en compte la partie SEO. Donc après avoir exploré l'ancien travail sur plusieurs outils, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses impactées sur cette migration, les pages 404, il y a une chute pour le SEO. Donc ces moments-là, pour moi, c'est un défi pour travailler sur ce levier d'acquisition, ce que je trouve très, très important. Donc vite fait, j'ai élaboré un plan d'action, comme je l'ai dit, donc un plan d'action, les recrutements nécessaires. On a commencé à analyser en profondeur les pages web, tout ce qui se passe au niveau de site en 2021 et après la migration. Et on a fait les corrections, les optimisations, les redirections sur le site. Aujourd'hui, donc, je peux revenir avec fierté que le SEO, le recherche organique chez Decathlon Tunisie, devient le canal d'acquisition le plus performant qui génère franchement plus que 50% de notre chiffre d'affaires par mois. Et ça, c'est un excellent exemple de manière dont une stratégie SEO bien pensée, avec une équipe dédiée, bien formée pour transformer un défi en une véritable réussite. Cela montre franchement à quel point l'acquisition omnicanal peut être puissante lorsqu'on est correctement mis en œuvre. Ça, c'est la première chose pour le SEO. La deuxième victoire, c'est le lancement de mon premier Black Friday dans le retail en Tunisie, c'est avec Decathlon Tunisie. Parce qu'avant, quand je travaillais avec des agences, donc l'entreprise m'envoie directement les items, les produits, et nous, dans l'équipe, dans l'agence, on prépare le contenu. Mais maintenant, c'est totalement différent. En tout cas, le directeur e-commerce, c'est moi qui dois tout préparer. Donc, c'est une expérience totalement nouvelle pour moi. J'avais précédemment travaillé, comme je expliquais, avec des agences, mais maintenant, c'est totalement différent. Donc, il fallait prendre en compte de nombreux facteurs, la gestion du stock, les produits à sponsoriser, au fur et à mesure avec les campagnes publicitaires, pour éviter, bien sûr, de promouvoir des produits. Imagine, tu sponsorises des produits hors stock, et ça va toucher directement notre image de marque. Et on va trouver des commentaires négatifs dans les réseaux sociaux. Donc, il faut bien préparer tout ça avant le lancement.
Donc, il est essentiel de cibler efficacement les consommateurs grâce à des campagnes de retargeting basées sur le dernier achat, l'intégration des outils, le relance panier, les emails automatiques. Donc, il y a plusieurs choses, malgré la pression de temps, parce que j'ai intégré Decathlon avec les problèmes de SEO que j'ai trouvé, plus le lancement du Black Friday dans 2 mois. Donc, l'effort de toute l'équipe a porté ses fruits. Donc, nous avons connu le meilleur Black Friday de tout le temps. C'était une période stressante. Mais une fois que nous avons vu les victoires et les chiffres, franchement, nous étions tout fiers et satisfaits de notre travail. Merci beaucoup, Slim, de nous avoir raconté un peu ces 2 histoires super inspirantes, mais aussi d'avoir participé à ce podcast et cette interview avec nous. Ça nous fait énormément plaisir d'avoir un peu ton expérience et d'écouter justement des plus grands experts de marketing dans les plus grandes marques. Et du coup, justement, je voulais te remercier énormément d'être présent avec nous. Et si jamais on se retrouve, peut-être dans la 2e saison du podcast Le Market Digital SEMrush. Et si jamais, à bientôt tout le monde. Merci.